Ouh, salut à vous tous, salut aux personnes qui sont là. Aujourd'hui, je vais faire un petit témoignage. Je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais je trouve que c'est quand même important. Je vais pas dire d'en parler, mais plutôt de partager ce que j'ai vécu, de partager pour toutes les autres personnes. S'il y a des personnes qui sont comme moi, c'est sûr et certain qu'il y en a. Et voilà. Voilà, là, je suis bien posé. Les amis, je vais vous parler de TDAH et de ce qui a changé ma vie, la Ritaline. Ça, c'est vraiment une dinguerie comme ça a changé ma vie. La Ritaline. Oh là 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 là. J'ai l'impression, les gars, avant mon traitement, c'est comme si j'étais passé à côté de ma vie. C'est vraiment une dinguerie. C'est comme si j'étais passé à côté de ma vie. Et maintenant que mon diagnostic il a été fait, et comment est-ce que je peux expliquer? En fait, depuis que... Non, je disparais pas, je suis toujours là. Je disparais pas, je suis toujours là. Mais en fait, en fait, j'ai été diagnostiqué TDAH. Je sais pas si vous savez ce que c'est TDAH sévère, trouble déficience de l'attention, nanani, nanana, bref. Et bref. Et comment dire ça? Et bref, vas-y, parfois j'avais des réactions, des comportements, les gens ils comprenaient pas, un petit degré de folie en plus en fait. Et vas-y, à chaque fois, les gens ils me disaient, vas-y, Ellie, vas-y, même la carte de la folie, même bref, tout, vas-y, j'ai même pas besoin de parler. Du coup, je suis allé à l'hôpital et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On m'a fait un diagnostic, ça a duré longtemps, sachant que avant, vas-y, j'aimais bien la vie facile. Pas la vie facile, en fait. Maintenant, c'est mon trouble, en fait, c'est mon trouble, en fait, qui je sais pas comment expliquer. Bref, tout ça pour vous dire que depuis que j'ai pris la Ritaline, les frères, ça a fait un changement de fou dans ma vie. J'ai plus 15 000 idées en même temps, peut-être même 100 000. Je pars plus en cacahuète niveau gestion d'émotion, niveau gestion d'attitude. Si je me permets de parler de ça et de pas parler de sport et tout, c'est parce qu'il y a, en vrai, de vrai, il y a énormément de personnes, j'en suis sûr, il y a énormément de personnes qui ont le même trouble que moi. Les gens, il y a juste une chose que je voulais dire. Les gens qui disent, ouais, le TDAH, c'est pour être à la mode, le syndrome autistique, c'est pour être à la mode, ça n'existe pas, nanani, nanana. Oui, moi, je vais prendre de la Ritaline pour mes cours, pour être plus performant, tout ça. Ok, c'est bien pour vous. Mais je vous assure que ayant cette pathologie de neurodéficience, je vous assure, c'est la merde. Je vous assure, c'est pas un phénomène de mode. Je vous assure que depuis que j'ai pris ce traitement, c'est la première fois que je me sens, entre parenthèses, genre normal, comme tout le monde. Genre là, par exemple, je suis en train de vous parler, j'ai pas 15 000 idées qui flirtent dans ma tête. Je suis vraiment totalement avec vous. Genre la concentration, la vraie, quoi. Fait belle comme médoc quand même. En fait, je sais plus. Je sais plus, je me suis posé cette question. Est-ce que toute ma vie, je vais prendre des médicaments et tout ça? Après, il y a aussi d'autres thérapies. Je vais entrer dans les détails en vrai de vrai. Du coup, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a aussi d'autres thérapies, des thérapies comportementales. Après, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai été diagnostiqué tard. Genre là, j'ai 35 piges et c'est à 35 piges que, que, que j'ai été diagnostiqué. Donc, c'est pas comme un jeune homme, par exemple, quelqu'un qui est dans l'adolescence, qui se fait diagnostiquer et qu'on pourrait aider avec des thérapies douces. Donc, des thérapies comportementales, des thérapies alternatives, des choses comme ça. Et moi, en fait, moi, le souci, c'est que moi, c'est un TDAH sévère. J'ai tout, hyperactivité, impulsivité, tout. Et comment expliquer ça? Et du coup, depuis que j'ai commencé secrètement, je vais revenir à ta question. Depuis que j'ai commencé secrètement, je me sens vraiment, vraiment mieux. Et après, aujourd'hui, j'ai aussi, va falloir que je fasse aussi un autre traitement, un autre traitement, un suivi psychothérapeute, parce que c'est comme une nouvelle vie, en fait, qui commence pour moi. C'est comme une nouvelle vie, les amis. C'est comme si, je sais pas comment expliquer. J'ai pas les mots. Bref, je partage juste, en fait, juste pour dire aux personnes, parce que les amis, moi, on m'a, vas-y,
Wesh, il est fou. Alors que moi, je savais que j'étais pas fou. Je savais que j'étais différent. Je savais que j'avais des idées différentes. Je savais que j'avais un mode de pensée différent. Donc, je vais faire une petite apartheid, les gars. Il faut aussi savoir que c'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on est obligé d'être sous traitement. Il y a des personnes qui ont des TDAH et qui vivent très bien. En fait, le TDAH, quand on est cadré et qu'il n'y a pas de consommation d'alcool, parce que les personnes qui ont des TDAH ont des faiblesses par rapport à l'addiction. Peu importe, ça peut être le casino, ça peut être la collection de sardines, peu importe. Les personnes qui ont des TDAH, moi je résumerais ça, ils ont des obsessions. Parle de l'alcool, s'il te plaît. Il n'y a rien à dire y a rien à dire dans l'alcool. Pose-moi des questions précises et je te répondrai. Mais en tout cas, les personnes qui souffrent de TDAH ont souvent besoin d'adrénaline ou de sensations parce que sinon, la vie est vide en fait. Et c'est ça qui motive, c'est ça qui fait palpiter, c'est ça qui nous fait vivre ou avoir des objectifs. Des objectifs courts de préférence ou des objectifs, même si c'est à long terme, avec des récompenses régulières. Donc voilà. On s'en fiche de feu joue pas. Là, je suis en train de parler de TDAH. Je pense que là, on est 15 personnes. Ça intéresse des gens. Je viens de commencer ce qu'on appelle la Ritaline. Donc, si vous avez des questions vraiment sur ça, je suis là pour répondre à ça. Mais là, c'est pas un TikTok sur des blagues où je vais pas m'égarer à commencer à parler de fiac et tout ça, tout ça. Voilà. Je me permets aussi de parler de TDAH parce que je suis africain. Il n'y a pas beaucoup de personnes africaines qui en parlent. Moi, au départ, par rapport à mon comportement, les amis, la vérité, les amis, va faire une rukia. Les gens, ils savent c'est quoi une rukia. Rukia, hijama, désenvoûtement, va prier, va faire des veillées de prière, machin, machin. En général, nous, les personnes qui sommes africaines, c'est vers là qu'on va se diriger. Tout de suite, le spirituel, tout de suite, quelqu'un est à Aïn, nanani, nanana. Alors que parfois, frère, c'est juste, c'est juste le cerveau, la biologie, c'est tout. Et je peux vous jurer, non, va t'instruire. Bah, apporte-nous ton instruction si tu as une instruction à nous apporter. Donc, exactement, faut pas oublier la psychologie. Et c'est pour ça que, bah, après les fêtes de Pâques, comme j'avais dit précédemment, après les fêtes de Pâques, je suis parti à l'hôpital parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. En plus de ça, quand on était DH, parfois, bah, on prend les choses, pas on prend les choses à cœur, mais on est ultra sensible. Mais quand je vous dis ultra sensible, c'est une sensibilité, mais c'est un truc de fou, là, cette sensibilité-là. Et donc, bah, par rapport à cette sensibilité-là, et surtout aussi, on est perfectionniste, genre c'est jamais assez bien. Du coup, ce genre de sensibilité-là, ça crée des conflits émotionnels, des conflits à l'intérieur de soi qui font qu'on n'est pas bien, qui font qu'on tape des dépressions, qui font qu'on tape des dépressions et qui font que bah, ces dépressions-là, quand on ne sait pas qu'on souffre de TDAH, bah, parfois on peut avoir un faux diagnostic. Parfois, oui, j'ai été diagnostiqué. Parfois, on peut avoir un faux diagnostic. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. On a pensé que j'étais dépressif. Donc, bah, du coup, j'ai pris des antidépresseurs qui ont créé un autre effet. Donc voilà, mon parcours, il a vraiment été riche, il a été long. Mais c'est un parcours qui a été plein d'espoir et je remercie vraiment. Là, je vais faire un peu je vais faire le bon citoyen, mais je remercie vraiment Genève, le canton de Genève, les HUG et les experts qu'il y a dans ça, parce qu'en Suisse, on a énormément de chance. On a énormément de chance et on a les meilleurs experts du TDAH ici à Genève. On a Monsieur Pérou, on a Madame Le Seur, vraiment des vrais experts, quoi. C'est, en France, malheureusement, on a un peu de retard vis-à-vis de ça. Attendez, je lis vos questions. C'est disent pas le TDAH, c'est un flot imaginaire. Je te jure, frérot, tu peux penser ce que tu veux, flot imaginaire ou pas. Moi, je vois la différence dans ma vie. Moi, je vois la différence dans ma vie. Tu peux penser que c'est dans notre tête, que machin, machin. Je vois la différence dans ma vie. Et après, c'est un diagnostic scientifique. Donc, ce que tu dis, ce que tu dis pas, ça, on s'en fiche. C'est posé, frérot. C'est comme quand tu as le sida, tu vas, tu fais une prise de sang.
Ça tombe positif, t'es séropositif, frérot. Que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, que tu te dis c'est dans ta tête ou pas, t'es séropositif. Moi, j'ai eu un diagnostic. Le diagnostic est posé par des personnes très sérieuses, instruites, qui ont fait des études pour ça. Donc voilà. Donc que pour toi, ce soit un effet de mode ou pas, j'en ai rien à F. Et si c'est un effet de mode, sincèrement, je te donne ma mode. Franchement, je te donne mon TDAH. Je te le donne avec plaisir. Les antidépresseurs. Je réponds à la question des antidépresseurs. En fait, moi, les antidépresseurs, ce que ça m'a fait, ça m'a créé des phases d'hilarité. Quand je dis hilarité, dans le sens, j'avais des euphories, voilà, envie de rire pour rien, des choses comme ça. Et c'est là où j'ai reçu un diagnostic et j'étais avec des psychiatres de qualité parce qu'ils ont tout de suite vu la différence, en fait, tout simplement. Et là où ma vie, elle a vraiment changé, enfin, ma vie cognitive, hein, ma vie émotionnelle, ma vie, bref, ouais, cognitive, c'est quand j'ai pris, pour la première fois, j'ai pris de la Ritaline. Quand j'ai pris ce traitement, sincèrement, je n'avais plus ce brouillard de pensée. Avant je pouvais penser et faire plusieurs choses en même temps et au final, je ne faisais rien. Je pouvais commencer plusieurs projets, mais des projets fabuleux, des projets fantastiques, et je les finissais jamais. Je commençais un livre qui m'intéressait, tout ça, paf, il y a une phrase de ce livre-là qui va m'interpeller, je vais aller chercher le dictionnaire pour chercher l'étymologie, ça va me ramener dans un autre truc, dans un autre truc, dans un autre truc, au final, le livre, je l'ai oublié. Vous voyez, et ça, c'est maladif. Après, là où les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui vivent très bien avec un TDAH. Si tu as une vie stable, cadrée, une famille aimante, voilà, on a tous des parcours différents. Moi, je suis un jeune, j'ai grandi en foyer, je suis un banlieusard, j'ai eu des problèmes, machin, machin, machin. Donc, j'ai pas grandi, on va dire, dans un truc classique et tout ça, tout ça. Mais pour les personnes qui ont une vie, j'ai envie de dire classique, en général, ils auront juste besoin d'une aide d'un psychothérapeute pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux et aussi pour comprendre le monde. Parce que quand on souffre de TDAH ou de neurodéficience, on voit le monde parfois différemment ou parfois autrement, surtout tout ce qui a trait avec la justice, l'injustice, des choses comme ça. On est tous fous, moi je vous le dis. Moi je suis pas fou, frérot, c'est pas de la folie. C'est pas de la folie, sinon je serais pas en train de parler avec toi. Tu vois bien que quand je te parle, c'est cohérent et tout ça, tout ça, tout ça. Et encore une fois, il y a des gens, tout le monde cherche à coller une maladie pour expliquer ses carences. Non, c'est pas justement, les gars, moi aussi, avant, je pensais ça. Avant, moi aussi, je pensais ça. Avant, parfois, je voyais même des vidéos de personnes intéressantes qui parlaient du TDAH et j'étais comme vous, ouais, c'est de la mode et tout, voilà. Et au final, les personnes qui me connaissent, ils savent très bien que mon comportement était toujours crot. Mon comportement était toujours crot. J'étais toujours dans l'excès ou soit à gauche. Pas à gauche dans le sens à faire n'importe quoi, mais j'étais toujours à côté de la masse. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Et je peux dire que aujourd'hui, depuis que je prends mon traitement, au niveau de la concentration, au niveau de la fluidité de mes idées, Ellie, je te dis ça en connaissance de cause. J'ai aussi fait des recherches et le diagnostic vis-à-vis. Mais est-ce que, vis-à-vis du TDAH, mais est-ce que tu es allé voir un expert psychiatre? Ou est-ce que tu as fait des diagnostics sur Internet comme on en voit beaucoup et tout, et tout, et tout? Il sort quand ton livre, boss? Franchement, il faut juste que je trouve la bonne personne pour m'aider à faire ce projet, mais je vous assure, les amis, j'ai plein de choses à raconter. Ok, oui, expert psy. Et du coup, est-ce que tu peux monter pour nous expliquer, Riboku? Est-ce que tu peux monter? Ça peut être intéressant d'avoir ce partage aussi. Et voilà. Et aussi, il y a quelque chose qu'il fallait que je précise. Il y a par rapport à chaque profil, par rapport à chaque individu, le TDAH, de manière globale, c'est la même chose. Au niveau
de la neurodéficience, c'est la même chose. Mais de manière individuelle, on ne le vit pas de la même manière parce que nous sommes des personnalités différentes, nous venons de cultures, de familles différentes et même au niveau génétique, nous sommes différents. Mais il y a une réalité qui est que il y a quand même croît à 5% de la population qui est porteuse de ce gène-là. Moi, je préfère dire ce gène-là. Après ça, il y a des personnes, encore une fois, qui arrivent à vivre très bien avec leur TDAH s'ils trouvent un métier où ils peuvent développer leur créativité, développer leur être leur personne, en fait. Mais du coup, tu deviens dépendant à des cachets, tu fais comment? C'est un jour. Bah, en fait, c'est là où c'est intéressant. Non, la Ritaline ne rend pas dépendant, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai aussi, vu que c'est nouveau, ça change pas ma personnalité, mais ça me calme dans mes humeurs. Du coup, à côté de ça, j'aurai aussi une aide psychothérapeute. Je vous parle vraiment, vraiment la vérité. Et la Ritaline, ça sera moi comment je perçois la chose. Ça, je vais en parler avec mon psy plus tard. Mais comment je perçois la chose, c'est que pour les moments de ma vie où ça sera compliqué, par exemple pour un entretien d'embauche ou pour les moments où il faudra être sérieux, oui, effectivement, j'aurai besoin de Ritaline ou d'une grande concentration ou d'une grande préparation au final pour pouvoir suivre soit cette conversation, soit cette réunion, soit et être présent à 100% et donner le meilleur de moi pour ça. Mais après, aujourd'hui, par exemple, si je ne fais rien de spécial de ma journée, ça, je vais, encore une fois, je suis pas médecin, je vais pas m'auto-diagnostiquer, mais si je ne fais rien de spécial de la journée et que je suis chez moi toute la journée, je ne vais pas me mettre sous Ritaline. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais après, encore une fois, je vais en parler avec mon médecin parce que j'ai été diagnostiqué il y a moins de 15 jours. C'est tout nouveau pour moi et c'est pour ça que j'en parle aussi et que je partage avec vous que peut-être il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. D'ailleurs, Ribo, je vais te faire une invitation. Franchement, si tu peux monter, tu dois être hypersensible avec une consécration diminuée due à la malgérance des émotions. Exactement. Exactement. Je suis ultra sensible. Et franchement, pour un homme, maintenant, on a de la chance parce qu'à notre époque, on accepte la sensibilité. Mais l'hypersensibilité, c'est encore autre chose. Et l'hypersensibilité, ça gêne, ça gêne, ça gêne. Ça rend accro, désolé de te l'apprendre. Frérot, si tu es médecin, si tu as des sources, je t'invite à monter et à nous dire. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, encore une fois, je le répète, il y a des personnes qui ont été diagnostiquées étant jeunes, qui ont commencé, par exemple, qui ont eu un traitement et aujourd'hui qui n'en ont plus besoin. Il y a d'autres personnes comme moi qui ont été diagnostiquées tard, à leur trentaine d'années, et aujourd'hui qui ont besoin d'un traitement. Et même si c'est à vie que je dois prendre ce traitement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas que je manque de concentration, c'est que par exemple, à l'époque, les personnes qui me connaissent sur mes anciens lives, déjà noté que c'est la première fois sur un live où je tiens la même conversation, on va dire, depuis que j'ai commencé le live, je suis pas parti à gauche, à droite. Voyez si vous remarquez bien. Alors que, avant, je pouvais, comme je dis encore, je pouvais avoir plusieurs conversations. Et du coup, parfois, les gens, ils comprenaient pas. Je pouvais passer d'un sujet à un autre. Pour moi, j'avais le lien intellectuel, le lien cognitif, mais les gens n'avaient pas le lien. Il fallait expliquer tout ça parce que ça va vite dans ma tête. Parfois, quand j'écris, je suis en train d'écrire et tout, j'ai même pas encore commencé la première phrase que je suis déjà en train de penser à la fin de la phrase. C'est euh, c'est pas dissipé parce que j'ai eu j'ai des diplômes, j'ai fait des choses dans ma vie, j'ai construit des choses et tout. Je vais pas ancrer dans la profondeur de ma vie. J'ai déjà déposé des marques, tout ça, tout ça. Mais c'est avant mon traitement, parfois j'avais des moments où j'avais énormément d'énergie, où je pensais que je pouvais faire énormément de choses et tout ça, tout ça, tout ça. Mais au final, à l'après, j'étais fatigué ou après j'étais déçu parce que c'était pas comme dans mon imagination, c'était jamais assez bien. Après, bref, voilà. J'ai vu une question. T'es partout mais nulle part en même temps. Exactement, exact. Et c'est là.
J'allais dire, c'est la merde, je peux le dire, c'est la merde. Et c'est pour ça que quand les gens ils disent c'est un effet de mode, je rigole et j'ai envie de dire aux gens, bah, prenez ma mode. Prenez ma mode, je vous donne ma mode. Voyez le monde comme moi, vivez le monde comme moi, prenez mes émotions et sincèrement, moi je prends les vôtres dans votre stabilité et tout et voilà, j'échange avec vous. En plus de ça, bah, savoir que, genre, savoir que je suis TDA, je vous mens pas, moi, je ne le prends pas comme une mode, mais je le prends plutôt pour une défaite. Je vous mens pas, ça m'a fait chier au départ pour le temps de l'accepter, le temps de le comprendre, et je l'ai même pas encore totalement accepté, je l'ai même pas encore totalement compris. Mais la chose est que pendant mon hospitalisation, j'ai eu des week-ends, tout ça à passer, machin chez moi, et j'ai eu un week-end où j'ai pas eu mon traitement. Donc, du coup, bah, pendant un week-end, j'ai eu l'attitude ordinaire et normale. Donc, déjà, la première chose, mon lien avec la beuzère, pour faire des jeux de mots pas trop compliqués, avec la green. Pourquoi est-ce que avant je fumais la Marie-Jeanne? Parce qu'en fait, quand je fumais la Marie-Jeanne, bah, ça anesthésiait mon esprit. Je ne pensais plus à mille choses à la fois. C'est sûr et certain que bah, j'avais un peu de flemmardise et tout, mais au moins j'arrivais à fonctionner. Voilà. Donc aujourd'hui, si on me demande, est-ce que tu peux faire fumer un gros ouinge nanani nanana, ou est-ce que tu peux faire juste prendre un cachet de Ritaline fabriqué en pharmacie, machin, machin, truc, ou le truc que quelqu'un a passé dans son fiac, mélangé à du pneu, tout ça, je préfère prendre ma Ritaline. Fatigue émotionnelle, fatigue psy. Tu résumes tout. Tu résumes tout. Mais et surtout aussi, moi, je suis hypersensible, j'ai un bon cœur de fou, mais je commence à faire des crises. Mais en fait, c'est parce que tu es incompris. C'est parce que tu es incompris, tout simplement. C'est parce que tu es incompris. C'est parce que tu es incompris. Et ça aussi, c'est un truc, de un, tu es incompris, et de deux, tu es énormément dirigé vers le monde, vers l'extérieur. Et ça, c'est un truc qu'on a, les personnes qui sont TDAH, c'est on est hypersensible, on est focus sur le monde extérieur et pas assez sur nous. Et pourtant, on se connaît énormément à l'intérieur de nous. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je pense que vous vous reconnaissez dans ça, tu vois. On peut très bien analyser ce qui se passe autour de nous, nanani, nanana, mais à l'intérieur de nous, c'est le chaos total, mais on sait que c'est le chaos et on peut expliquer ce chaos. C'est vraiment une dinguerie. Mais on peut l'expliquer au mot près. On peut même faire des métaphores parlantes, des paraboles où la personne elle voit l'image et tout et tout. Focus sur le monde extérieur, c'est-à-dire. Ah. Attends. Je suis en train de chercher comment est-ce que je peux vous l'expliquer. L'hypersensibilité, ça met sensible au profit des autres, mais on s'oublie. Voilà, par exemple, bah, j'avais une tendance j'avais une tendance, par exemple, à souvent m'excuser, même si j'avais pas tort. Et focus sur le monde, en fait, voilà, focus sur le monde, je peux vous l'expliquer. Focus sur le monde, c'était l'hyperadaptation. En fait, j'ai passé toute ma vie à faire semblant, à m'adapter, à même parfois rire, parce que c'était les codes sociaux. C'est par rapport à ça au monde. En fait, c'est pour s'adapter à la société. Parce que il y a des codes, frère, j'ai dû apprendre. Il y a des codes dans la société que je connaissais pas, en parlant vraiment français. Il y a des trucs que je sais pas comment expliquer. J'ai dû apprendre. Même les signes, parfois, certaines subtilités de politesse, certaines subtilités de jeu de mots. Par exemple, on touche avec les yeux. Moi, quand j'étais petit, c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre que c'était une métaphore. Et être accepté, exactement. Je vous invite, les amis, à mieux vraiment me comprendre, à mieux vraiment me comprendre et comprendre. En fait, moi, avant, à l'époque, moi, dans ma vie, je vous mens pas, tu veux pas passer pour un sauvage avant, je calculais pas ça. Exact. Bah, je vais vous dire un truc, les amis. Je vais vous dire vraiment, vraiment, vraiment un truc de fou. Enfin, moi, en tant que personne TDAH, j'ai un peu lu, je me suis un peu renseigné, mais c'est quelque chose de global vraiment qui ressort. C'est que nous,
avant d'être diagnostiqué, on ne se rend pas compte qu'on est TDAH. On se rend compte qu'on est différent. On se rend compte que on a des différences, que par rapport aux autres, il y a des trucs, mais on ne sait pas. Et du coup, pour nous-mêmes, en vrai, c'est pas un problème de vivre avec les gens. Mais c'est plus pour les gens où c'est un problème, où parfois, on va parler fort, parfois, on aura des idées, je vais pas dire folles, mais des idées outrancières ou des idées particulières que c'est pas tout le monde qui a et qui peuvent parfois heurter et tout et tout. Et c'est plus, et c'est vraiment par rapport à ça qu'on s'adapte aux autres et tout ça. Et cette adaptation permanente, 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 parce que les codes de la société se renouvellent un peu comme le dictionnaire. À chaque fois, nous, c'est un effort de fou de se réadapter, même quand tu changes d'entreprise, tu changes d'école, même quand tu rencontres de nouvelles personnes. C'est vraiment un truc de fou. Et, euh, et on se diminue pour être normaux. Exactement, exactement, exactement. Voilà, exactement. Mais et aujourd'hui, depuis que j'ai commencé secrètement là, au niveau de mon humeur, je suis stable de fou. Au niveau de mes émotions, je suis stable de fou. Au niveau de ma concentration et même de mes pensées, putain de merde, j'ai l'impression d'être normal. Putain de merde, j'ai l'impression d'être normal. Pour vous dire comment les gens me décrivaient avant, je vous invite, c'est pas pour faire de la pub, c'est pas pour faire de la pub. Je vous invite à aller voir la vidéo de Frédoudou, parce que c'est comme ça que vous m'avez connu. Enfin, il y a des gens qui m'ont enfin, vous m'avez connu pour plusieurs bad buzz ou good buzz ou plusieurs plaidages de folie, comme vous appelez tout ça. Au fait, moi, c'est l'ancien, pas l'ancêtre, hein. Mais bref, vous pouvez aller, je vous invite à aller voir la vidéo de Frédoudou où j'ai 35 ans. Je vous invite à aller voir la vidéo de Frédoudou où il était presque sur le plan de pleurer, tout ça. Je vous ai dit, là, les gars, je suis pas là pour parler de BR et tout. Je suis là pour parler d'un sujet qui va aider d'autres personnes parce que moi, j'ai vécu dans une errance médicale jusqu'à mes 35 ans. J'ai consulté, j'ai machin. Et à chaque fois, on trouvait pas, à chaque fois, mais sauf que pas de trouble de la personnalité, le gars, il réfléchit bien, nanani, nanana, tout ça, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je sais, je me sens libre. Tout n'explique pas. Le fait d'avoir été diagnostiqué n'explique pas toute ma vie et mes erreurs et mes réussites et mes échecs et mes rencontres et tout. Mais quand même, c'est quand même un soulagement aujourd'hui de savoir mon atypicité. Parce que, encore une fois, je ne suis pas handicapé de manière, euh, de manière classique. Mais voilà. Bref, il y avait une question à laquelle je voulais répondre. Je me suis un peu éloigné. Voilà, donc j'étais en train de vous parler de Frédoudou. Vous pouvez aller voir la vidéo de Frédoudou où il parle de moi, où il dit oui, le gars, à chaque fois qu'il y avait des compétitions, il était là, il m'encourageait, il parlait fort, nanani, nanana, tout ça, tout ça. La plupart des gens du Jujutsu, ils peuvent vous le confirmer. Ils peuvent vous le confirmer. Et du coup, en fait, c'était juste un comportement de TDAH. C'était juste un comportement de TDAH. Et vous pouvez aller voir sa vidéo. Il résume très bien. Il résume. Sauf qu'après, après, il a menti dans je le harcèle, je crée des faux comptes. Bref, on met ça de côté. Mais en tout cas, voilà. Je lis un peu vos commentaires. Chaud, j'ai essayé d'arrêter. Karim, arrête cash. Chilou, ton Bart Mitzvah. Aujourd'hui, on va pas parler de ça. Ça me décrue, frérot. Le PH et la... Le PH, je sais pas ce que c'est, mais comme moi, génération 90, on est space aussi. On est space, mais nous sommes space. Mais c'est nous qui avons créé ce nouveau monde et c'est nous qui allons présidencer ce futur monde parce que c'est quelqu'un de notre génération plus tard qui sera président ou qui sera ministre ou peut-être en fait c'est même déjà le cas, hein. C'est les gens de notre génération qui commencent à nous représenter, à être au poste et tout et tout et tout. Moi je rentre
sur PH, je deviens jamais. Je sais pas c'est quoi PH, les amis. Je sors direct après d'une vidéo et ensuite je ne regarde plus pendant 9 ou 8 mois. T'es un bon frérot, force à toi. Merci beaucoup. Mais euh, je comprends pas là les commentaires, les amis. Le PH et tout, je comprends pas ce qu'il dit. Même moi demande ça. On a dit, il y a moyen, ton live se banne. C'est pas grave. Aujourd'hui, en fait, je pense pas que mon live il va se ban parce que je dis des choses intéressantes et des choses bah, je pense qu'ils sont instruites parce que c'est la première fois, enfin, c'est la première fois sur ce compte où je fais un live aussi longtemps et nous sommes une dizaine. Donc, je suis en train de parler d'un sujet qui concerne peut-être même qu'il y a des enfants ou des adultes qui sont concernés. Voilà, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, aussi, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'aille en hôpital? C'est aussi une question. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment, je vous réponds avec sincérité. Hein. Les amis, tous vos trucs sites de moins de 18 et tout, arrêtez les amis. Le jour où je vais faire un live où j'aurai mon grain de folie, je vais vous le dire et on va rigoler tout ça. Là, je parle d'un sujet sérieux qui peut être d'utilité publique parce qu'il y a des gens comme moi qui ont ces soucis-là, et surtout aussi, pourquoi est-ce que je parle de ça? Et là, je veux vraiment être ému. Et là, je vais vraiment être ému. Déjà, il faut savoir que les personnes qui souffrent de TDAH, qui ne sont pas diagnostiquées, au niveau de leur période de vie, elles vivent 13 ans de moins que la moyenne générale. 13 ans de moins que la moyenne générale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les personnes qui ont un TDAH non diagnostiqué, bah, représentent la majorité des S. C'est des personnes qui se S parce qu'ils sont incompris. Et quand tu es incompris à l'intérieur de toi, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à parler de ça de manière sérieuse, les amis. Je rigole pas. Je rigole pas. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, les personnes qui sont en échec scolaire, qui sont ou en détention, ça représente ces 30% de personnes qui sont TDAH non diagnostiquées, les amis. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai, je veux pas dire problème, mais il y a un vrai engagement sociétal à avoir aujourd'hui vis-à-vis de ça. Voilà, je peux pas vous le dire plus autrement, mais tu as une période où tu fumais, voilà, oui, oui, j'ai eu cette période. D'ailleurs, ça m'arrive encore d'avoir des cravings, mais depuis que je suis sous Ritaline, j'ai moins envie de fumer. Ça m'intéresse moins, en fait, ça m'intéresse moins parce que mon cerveau il est éveillé, je suis actif, je fais des choses, je réfléchis bien, les tâches que j'ai à faire, je les accomplis. Du coup, ça m'intéresse moins. Et en fait, c'est ça aussi, les personnes qui sont TDAH, les gens ils disent qu'on a des trucs tendance à l'addiction, machin. Moi, je dirais pas totalement de l'addiction parce que c'est juste de l'adrénaline ou des sensations ou des émotions, mais en soi, le THC, j'en ai rien à F. L'alcool, j'en ai rien à F. Tu vois, j'en ai rien à F, rien à F. Doro des meufs, j'en ai rien à F. Quand je vais Doro des meufs, c'est juste pour l'aventure. Sinon, j'en ai rien à F. Quand je vais teaser, quand je vais sortir, franchement, c'est juste pour oublier, pour machin. Sinon, j'en ai rien à F de teaser. Teaser, c'est le dernier de mes problèmes. Bédave, c'est le dernier de mes soucis. Sincèrement, rien à F. Le Tunsi, grosse force, je l'ai pas revu, les amis. Je l'ai pas revu. J'ai pas revu le frérot. Après, justement, c'est ça, on en avait parlé. Après, comme je dis toujours, les amis, quand vous êtes autour de personnes qui souffraient, ne les jugez pas, ne les conseillez pas, écoutez-les seulement. Et si vous demandent quelque chose et que vous pouvez accéder à leur demande, faites-le sans contrepartie, parce que quand quelqu'un souffre, en général, il va avoir des agissements, des comportements, parfois même juste le fait de l'avoir aidé, il va se retourner contre toi, contre la personne, mais pas par méchanceté, c'est par orgueil, c'est par fierté. Et ça aussi, il faut vraiment l'intégrer. C'est pour ça que souvent, c'est pour ça que Jésus, dans Matthieu, il dit, quand tu donnes de la main droite, il faut pas que ta gauche elle sache. C'est pour ça que dans les hadiths du prophète Mohammed, ça dit aussi que quand ta main droite donne, il faut pas que ta main gauche le sache. Donc tout ça, enfin, je fais un petit parallèle pour dire que quand vous aidez quelqu'un, n'attendez pas à ce que la personne vienne vous dire merci ou que la personne ait une reconnaissance de fou. Si vous aidez, aidez. Sinon, voilà, les amis. Sinon, n'aidez pas. Sinon, c'est une fausse aide.
Et c'est à cause de ce genre de fausse aide que parfois, bah, les gens à qui vous avez aidé bah, coupent contact souvent avec vous. Et vous comprenez pas. Vous êtes, oh, mais je l'ai aidé. Ouais, mais si tu l'as aidé, que tu lui rappelles que tu l'as aidé, bah, du coup, tu le mets en dessous de toi. Et qui aime être en dessous? Qui aime être en dessous? Voilà. Et aussi, oui, bien évidemment, faut pas le dire à tout le monde. C'est comme quand on était petit, que quelqu'un, un pote à toi, il prête ta casquette, ou un pote à toi, il te prête un jean, et vous êtes au quartier, et ton pote, après ça, c'est vraiment des bails génération 90, vraiment des bails. Et après, au quartier, ton pote, il te dit, ah, mais c'est mon survêt que tu portes, là, il te va bien, tu vois. Voilà, React, t'as juste envie. Un TDH, il enlève le survêt, il dit, va, prends ton survêt, prends ton survêt, prends ton survêt. Et les gens ils vont dire il est fou, il est fou. Mais non, non, il a juste réagi sincèrement. Il a réagi entièrement. Il a réagi entièrement. Et c'est aussi euh, et aussi ouais. Ça va bien grâce à Dieu, ça va bien. Et aussi qu'est-ce que je voulais dire si et aussi par rapport au TDAH, la plupart des personnes qui ont le TDAH, on a un manque d'inhibition au niveau de la locution, un manque d'inhibition orale. C'est pour ça que parfois, je vais répondre par rapport au Jujutsu. J'ai un combat de prévu organisé par Skrongi. J'ai un combat de prévu organisé par Srongi, donc vous aurez bientôt plus de nouvelles. Ça sera sur Paris, ça sera super intéressant, je vous le promets. Voilà, ça sera du spectacle en tout cas. Comme je vous ai toujours offert le spectacle, ça sera du spectacle, les amis. C'est Srongi qui organise ça, donc il faudra se retourner vers lui par rapport à ça. Ce sera sur Paris, je sais pas encore où. Je vais vous en dire plus bientôt. Je vais vous en dire plus bientôt. Je vais vous en dire plus bientôt. Mais ça sera pas contre Skrongi. C'est Skrongi qui organise, je préfère le dire. Mais ça sera déjà une première étape pour approcher... comment il s'appelle là, le frérot que vous voulez que je prenne au MMA euh, L'autre là, qui fait souvent... L'autre là... Attends, comment... Eh, il faut m'aider les frères. C'est Bidadji, voilà. Voilà, ça sera en première, voilà, c'est Bidadji. C'est que Doumbé, il est trop riche et trop fier pour se prêter à ce genre de jeu. Et, euh, et voilà. Ilias JB, il voudra jamais. Il voudra pas, il voudra pas. Il voudra pas. À part si c'est un événement attractif, intéressant, tout ça. Mais vu que le dernier combat, bah, en fait, c'est là où les gens, ils comprennent pas que, bah, moi, bah, dans ma vie, j'ai eu une grosse exposition, enfin, par rapport à moi. Je répète encore, par rapport à moi. J'ai eu une grosse exposition sur les réseaux sociaux, une grosse exposition bah, dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'émotions d'un coup qui sont arrivées. Je m'y attendais pas, tout ça. Des propositions de combat là-bas, des propositions de pub, machin, machin, machin. À un moment, j'ai été submergé émotionnellement parlant. J'ai été dépassé émotionnellement parlant. Je vais répondre au Jujutsu, plus le plaidage de folie... enfin, que vous considérez plus ma réaction au championnat d'Europe et tout, et j'avais besoin de repos. Et c'est pour ça que bah, je ne suis pas parti à Bruxelles, mais malheureusement, bah, les gens, voilà, la vie elle continue. Les gens, il faut qu'ils avancent et tout. Et parfois, les gens, ils n'ont pas le temps d'écouter les explications. Et par rapport à ça, Ilias, il a été déçu. La personne que je devais combattre, elle a aussi été déçue. Ils se sont fait leur film, ils se sont dit, ouais, il avait peur, nani, bref, tout ça. Mais alors que juste, j'allais pas bien. J'allais pas bien. Maintenant, pour répondre, est-ce que j'arrête le jujutsu? Les frères, tant que j'ai pas la black belt, et je parle pas de mon zboob, là je pars en couille. Pardon, pardon. Tant que j'ai pas la black belt, je n'arrête pas. Ça t'arrive de parler seul. Ça m'arrive de parler à haute voix, de réfléchir à haute voix, mais pas de parler seul. Si, parfois je parle à Dieu. Parfois je parle à Dieu, mais c'est plus... parfois je mendie à Dieu. Genre, je lui demande plein de choses, tout ça, da. Mais non, je ne parle pas seul. Enfin, là, on peut dire d'une certaine manière, je suis dans un monologue. Mais étant donné que je réponds à vos questions, on peut dire que c'est un dialogue. Donc non, je ne parle pas seul. Tu penses quoi de... Eh, je vous avais dit pour Ramzat. Pour Ramzat, je vous avais dit, les amis. Je vous avais dit. Je vous avais dit pour Ramzat. Je vous avais dit. Je vous avais dit.
Je vous avais dit, les gars. Je vous avais dit pour Hamzat. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Maintenant, bah, en fait, moi, j'ai été déçu. Moi, j'ai été déçu parce que Ramzat, aujourd'hui, comment dire ça? Ramzat, faut qu'il change son style radicalement. Voilà. Ramzat, il faut qu'il change son style. Bon, bah les amis, je pense que c'est fini. J'ai fait le tour sur le TDAH. Ok. Maintenant, on peut repartir sur le sport. Non, Ramzat, il va changer son style. Si c'était lui, c'était totalement lui. Après ces histoires de coaching, de hey mec, t'es millionnaire. T'es millionnaire. T'es une bête de vie, frérot. Ton combat, il était prévu 3 mois avant. Viens pas commencer à nous chanter des chansons. Ouais, on m'a proposé un contrat de combattre en moins de 93 kilos, 93 kilos. Ensuite, on m'a dit, hey, si t'as accepté, c'était pour l'étal. Maintenant, assume. Si t'as accepté, à partir du moment où t'acceptes, c'est que tu penses que t'es plus fort que le pélo. C'est que tu penses que t'as tes chances de bousiller le pélo. Donc voilà, il a accepté. Vous voulez qu'on continue à parler de Ritaline. J'ai perdu 43 kilos avec l'Ozempic. Je sais pas ce que c'est que l'Ozempic, mais moi personnellement, concernant la Ritaline, à titre personnel, je mange bien, je dors bien. J'ai pas. Après, je la prends le matin et je la prends à 13 h ou 14 h, mais jamais plus tard. Mais non, ça, pour l'instant, je vois pas de changement ni bah justement, on a suivi, c'est pour ça que je suis resté à l'hôpital. On a suivi mes fréquences cardiaques, on a suivi bah, mon ECG, bah, la tension et tout ça. Bah, le pouls, il est toujours entre 57 et 60. La tension, elle est normale. Voilà. Je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais prendre la Ritaline à vie ou si ça sera une transition. J'espère que ça ne sera pas à vie. J'espère que ma folie, je pourrais la diriger ou la gérer, ou peut-être que je pourrais faire un métier ou quelque chose où je pourrais vraiment exprimer ma créativité, parce qu'en vrai, je suis créatif de fou, les amis, hein, vraiment. Vraiment, c'est... Et j'aimerais bien la développer parce que ouais, je vais devenir animateur, mais je vous mens pas que la Ritaline enlève aussi ce petit grain de folie, ce petit truc inspirant, intuitif, qui fait que je peux avoir des idées croissance 60 degrés où les gens ils disent waouh, comment t'as fait pour trouver ça? Et, euh, et voilà, mais j'espère que ça sera pas à vie. C'est parce que bah, c'est chiant d'être dépendant de quelque chose de l'extérieur pour aller mieux. J'espère. Et en fait, c'est un nouveau trouble. Et la science est tout le temps en mouvement et les progrès vont se faire. Et c'est pour ça que je tiens à en parler aussi, pour pas qu'on soit condamné à être des cachetomanes toute notre vie, et pour qu'on commence à trouver des solutions, et pour qu'on en parle aussi, pour que les personnes qui sont neurodéficientes soient acceptées dans la société, parce qu'on a aussi un rôle à jouer dans la société. Et beaucoup de personnes qui sont neurodéficientes, on va dire 40%, vous pouvez aller voir les statistiques, sont souvent HPI ou ont un QI supérieur à la moyenne. Après, est-ce que les tests de QI aujourd'hui ont vraiment une signification? Je ne sais pas. Mais c'est les statistiques, c'est les chiffres qui le disent, vous pouvez aller vérifier. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les personnes qui sont neuroatypiques ont énormément apporté au monde aussi. Donc le monde a besoin de nous parce que nous sommes dans notre trouble. Dans notre trouble, et là je parle vraiment, je l'ai pas encore théorisé, enfin je l'ai pas encore posé par écrit et tout, mais je pense que ça a du sens. Mais dans notre trouble, nous sommes le baromètre de la société. Ça veut dire que si la société va mal, un TDAH ira mal. Si la société va bien, un TDAH ira bien. Oui, la Ritaline, c'est pour le TDAH. Vraiment, la première fois que je l'ai prise, les amis, la première fois que je l'ai prise, j'ai vu un changement. Mais quand je vous dis j'ai vu un changement, mais gang, gang, gang. Après, moi, je suis pas médecin pour dire un tel est TDAH, un tel est TDAH. Encore une fois, je répète, on peut avoir un TDAH, tout comme on peut avoir un trouble du spectre autistique.
et vivre de manière normale, les amis. Si tu as ton cadre, si tu as tes habitudes, si tu as ta zone, tata, les gens ils te connaissent, tu connais, tata, ça peut bien se passer. J'ai déjà été en couple plusieurs années, machin, tout ça, tu vois, c'est pas un problème. Mais juste moi, j'ai pas eu un vécu linéaire. Et j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, en positif et en négatif. Et, euh, et à un moment, bah, d'une période de ma vie, je suis arrivé d'une période où, voilà, c'est tout. Au bled, au bled, je pense que j'ai même pas envie d'y penser. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que je me mets. Parce que aussi, la plupart des personnes qui parlent du TDAH, c'est souvent, c'est pas une critique. Attendez, c'est pas une critique, je précise. Mais la plupart des profils qui parlent du TDAH, en général, c'est souvent, c'est ma daronne qui m'a offert la veste, merci. La plupart des personnes qui parlent du TDAH, en général, c'est des Européens qui viennent souvent, qui semblent venir de la même catégorie sociale. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que justement, ce commentaire, comme tu as dit, en Afrique, ça doit être... là, je suis à Champel. En Afrique, ça doit être un fléau, même en Amérique latine. Les personnes qui ont des TDAH, ça doit être chaud pour eux. Ça doit être chaud pour eux. Ils doivent se faire lyncher. Ils- on doit les traiter de fous, de sorciers, de... J'ai même pas envie d'imaginer. J'ai même pas envie d'imaginer. Après aussi, ça peut être des bons ambianceurs, hein. Faut pas voir le TDAH en mode... parce que, encore une fois, les gars, j'aurais pu continuer ma vie comme ça, hein. Moi, quand j'arrive dans un endroit, frère, tu sais qu'il y aura l'ambiance. Tu sais que si j'arrive dans un cimetière, il y a tous les morts, ils se réveillent, frérot. Tu vois, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont TDAH. Il y a beaucoup de sportifs aussi qui sont TDAH parce que le sport, les gars, le sport m'a aidé à camoufler mon TDAH, les frères. Le sport m'a aidé à camoufler, les frères. Non, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je l'ai répété à plusieurs reprises, qu'on peut avoir une vie totalement normale avec un TDAH. Donc voilà, je suis pas en train de dire schizophrène ou quoi ou quoi ou quoi. Je précise. Et encore, je ne connais pas encore assez ce trouble. Donc je vous le dis vraiment au fur et à mesure que je connais, que je vois le médecin, que voilà, je partage vraiment au fur et à mesure. Là, c'est tout nouveau. Oui, je suis camerounais. T'es de quelle origine camerounaise, ça se voit. Oh, comment t'as reconnu? Comment t'as reconnu? Toi, t'es sorcier, hein? Toi, t'es sorcier, hein? Non, mais voilà. Au départ aussi, j'ai eu du mal à en parler. Je vous mens pas, j'avais honte. Je me disais, comment est-ce que je vais en parler? Est-ce qu'on va me prendre au sérieux? En plus, avec toutes les personnes qui disent, oui, c'est la mode, nanani, on est tous un peu fous et tout, et tout, et tout, tout ça. Je me disais, mais je- voilà, je me disais, je vais me tuer socialement, on va m'afficher encore, on va dire, en plus, vas-y, en plus, il se fait Djoufara par des champions du monde, en plus de ça, frère, le frère, il est neurodéficient et tout et tout. Mais après, je me suis dit, regarde ton profil, regarde ton parcours. Est-ce que si tu racontes ton vécu, est-ce que ça peut servir à d'autres? Et oui, je pense que mon vécu peut servir à d'autres. Mon vécu, oui, il peut servir à d'autres et c'est pour ça que j'en parle. Euh, c'est pas encore facile de parler. Pourquoi tu t'es allé... Ah, j'ai pas compris. Les Camerounais font partie des Africains qui gèrent le mieux la langue de Molière. Merci beaucoup. Je pense que en Afrique subsaharienne et en Afrique orientale, le français est très important et on nous a tapé pour apprendre le français, frère. On va arrêter là. On nous a tabassé pour apprendre le français, pour apprendre les onomatopées. On nous a tabassé. À la fin, quand il y avait le point et tu baissais pas bah, la ponctuation, tu baissais pas ton intonation, c'était dur, hein. Pourquoi t'as... Oh là 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 là, les gars, si c'est pour mettre des commentaires comme ça, franchement... Voilà. Le cahier, il était mouillé. Là, je vous suis plus, les gars. Là, je vous suis plus, les gars. Là, je vous ai perdu. Ou je me suis perdu, mais là, je vous suis plus, les gars. Il y a gros de commentaires, je vous suis plus.
Bah, en tout cas, voilà. Je reviens. Ouais, les larmes. Non, les larmes ont failli couler quand j'ai commencé à parler du SUICIED, DE, parce que j'habite dans une ville. On fait partie des villes les plus riches du monde. On fait partie des habitants qui avons le PIB le plus riche au monde. On fait partie des personnes qui voyagent le plus dans le monde. Mais pourtant, à côté de ça, nous sommes dans le top 5 des personnes qui se hissent le plus dans le monde. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes aussi dans le top 10 des personnes qui sont le plus isolées. Et c'est pour ça que ça m'a touché de parler de ça, parce que, bah, en fait, j'ai pensé à moi déjà, parce que à un moment dans ma vie, j'ai pensé que j'étais une merde, j'ai pensé que je servais à rien, j'ai pensé, mais ça, c'était quand j'étais dans ma phase de dépression et tout. Mais je pense à toutes les personnes qui sont seules chez eux ou qu'on croise juste et on dit bonjour, ça va, oui, ça va, et après il remonte chez lui et il est pas bien, quoi. Moi, c'est à toutes ces personnes-là que je pense. Je pense à tous les jeunes qui ont déjà une pression, tous les jeunes qui ont quitté leur foyer, qui ont déjà une pression financière, administrative, plus bah, qui sont harcelés parce qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim, ça se voit, ils n'arrivent pas à avoir des vêtements convenables, ça se voit. Et bah, ces personnes-là, ils se marginalisent. Et bah, après, il suffit qu'ils tombent même pas sur la facilité. La facilité, c'est la vie facile, c'est l'addiction, c'est la consommation et après, c'est la muerte. Ou si c'est pas la muerte, c'est ton cerveau qui vrille et après, tu deviens un assisté de l'État. Moi, c'est à eux que je pense. C'est pour ça que j'ai eu l'alarme en pensant à tout ça. C'est mon côté peut-être hypersensible qui est ressorti. Ah, la vie, comme j'ai dit à mon thérapeute aujourd'hui, la vie, c'est une avancée constante. À partir du moment où on est sorti des reins de notre père jusqu'aux hanches de notre mère, on était dans l'avancée. À partir du moment où on est sorti du ventre de notre mère, on n'est que dans l'avancée, que dans la progression. On n'a pas le choix. De toute manière, même si tu t'arrêtes, la vie, elle va continuer à avancer et malgré tout, tu seras obligé de continuer à avancer. Et il faut qu'on commence à parler aussi de ça. Et je pense que parler de justement continuer à se battre, parce que les personnes qui lâchent l'affaire, c'est des personnes justement peut-être à qui on ne dit pas continue à te battre. Regarde tout ce que tu as traversé. Personne ne pourra le faire à ta place, donc fais-le. Et même si tu échoues, c'est pas grave. Je pense que c'est le type de discours qui manque aujourd'hui dans notre société. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est un peu mal, limite, on est satisfait. Parce qu'on se dit, bah, mieux vaut que ce soit lui que moi. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui va te demander 1 franc, 1 euro pour manger. Tout de suite, tu auras des mauvaises idées. Ouais, il va s'acheter de l'alcool. Ouais, gna, 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 gna. Aide-le, aide-le. Notre société aujourd'hui manque de miséricorde, manque de lien social, manque d'entraide évidente, humaine. Et c'est ça qui fait que bah, énormément de personnes se foutent en l'air ou énormément de personnes vont dans des travers. Et ça concerne tout le monde, autant les gens d'en bas que les gens d'en haut. Donc pour répondre à la question par rapport à Jeffrey Einstein, la société, non, nous sommes tous, en fait, la société, c'est une culture. Nous sommes, attendez, excusez-moi. Un, 2, 3, 4. Quand on parle de la société, on parle aussi des individus qui composent la société. Sans individus qui composent la société, il n'y a pas de société. Chaque individu apporte à sa société. Donc si aujourd'hui on dit que la société est sadique, ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons accepté le sadisme et ça veut dire que certains d'entre nous qui nous plaignons du sadisme avons nous-mêmes été sadiques. Aujourd'hui, il faut commencer à s'élever nous-mêmes et aussi à commencer à s'aimer en tant qu'humain. Il récite, non, je récite pas de leçons. Regarde, je, je dis juste ce que je pense et comment je le pense. Je dis pas qu'elle l'est, mais elle les crée. Nous ne sommes que les fruits. Bah, nous sommes les. Vous savez ce qu'on appelle les égrégores. Les égrégores, en fait, c'est des pensées. En fait, il faut savoir que nous tous, dans la société, par exemple, quand il y aura un gramme, écoutez-moi bien, ça c'est mon côté hypersensible. Quand il y aura un gramme, cognitivement,
je vais même dire spirituellement, on sera tous connectés au gramme et on va balancer une énergie où quand on va sortir de chez nous, on sera Christ. On ne sait pas pourquoi, mais on sera tous Christ. Et c'est contagieux. Et donc, tout ça pour dire que bah, dans les égrégores, dans nos pensées, que ce soit l'argent, que ce soit le prochain président, que ce soit la guerre et tout, c'est des petits trucs, on y pense, et c'est toutes ces énergies inconscientes qu'on ne voit pas, qui nous touchent chacun à notre degré et qui forment bah, ce qu'on appelle la société et ses travers et ses bonnes choses aussi. J'ai pas la fin de mon inspiration. Merci en tout cas pour vos questions et pour la miséricorde a disparu. Non, la miséricorde n'a pas disparu. Regarde, toi et moi, le lien qu'on a. On a un lien, on ne se connaît pas du tout, mais on a un lien de confiance et de bienveillance vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Même avec vous, je ne vous connais pas, mais même vous, entre vous, depuis tout à l'heure, je vous vois discuter ensemble et je vois que vous êtes bienveillants. Après, nous ne sommes pas des dieux. Notre miséricorde restera que une miséricorde imparfaite, une miséricorde d'homme. Après, c'est vrai que le terme miséricorde, vu qu'il est accordé à Dieu, on se voit tout de suite dans le parfait du parfait. Mais nous sommes imparfaits et c'est ça qui fait notre beauté. Mais dans notre imperfection, juste le fait d'être gentil, eh ben, c'est déjà quelque chose de formidable parce que on ne peut pas être totalement et éternellement gentil. On a des travers, c'est l'humain, on est comme ça. Et il faut pas s'en vouloir pour ça, mais quand on faute, il faut réparer pour rééquilibrer le monde. Et aujourd'hui, je ressens plutôt que le monde manque de réparation. Il y a des gens sur cette terre, ils n'ont pas réparé leurs erreurs. Et c'est pour ça que bah, il y a des cycles qui continuent. Et c'est pour ça que bah, je dirais même il y a des répétitions de cycles qui continuent. Et aujourd'hui, tous, à notre degré, on a des réparations à faire, que ce soit des réparations en nous-mêmes ou que ce soit des réparations chez les autres, vis-à-vis des autres. Tu crois en Dieu? Je crois en la force supérieure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je crois en être supérieur. Pour moi, c'est évident en fait qu'il y a une force. Même comme, en fait, juste, je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu existe. Voilà. Je sais que Dieu existe. Je peux le prouver avec mes mots, mais étant donné que personne ne le voit, ça sera que ma perception. T'es de quelle confession? Il y a longtemps que j'ai lâché les confessions. Je n'appartiens qu'au groupe de Dieu. C'est-à-dire que si tu es du côté de la vérité, on est ensemble. Mais si tu es du côté du communautarisme, je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas communautaire. J'aime tous les humains, à part ceux qui font du mal de manière volontaire. Mais moi, je tends la main à tout le monde. Croyants, non-croyants, juifs, chrétiens, musulmans. On n'a qu'un Dieu. La Ritaline, en fait, c'est quoi la Ritaline? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Même moi, je me la suis pas posée. J'ai juste dit la Ritaline, la Ritaline, la Ritaline. Mais je me suis pas posée. Donc, je vais ouvrir déjà. C'est de la famille, c'est de la famille. Attends, c'est de la famille. Bah, ça finit en in, donc je pense que c'est de la famille des benzodiazépines. Voilà, vu que ça finit en in, je crois qu'on avait vu ça en cours. Donc je vais l'ouvrir et je vais lire le mode d'emploi. Par contre, c'est pas un produit, c'est pas un produit en libre service, c'est pas un produit que vous pouvez avoir machin. Regardez ici, c'est bien écrit. Par exemple, aujourd'hui, si je dois faire une compétition, pardon, il y a mon truc, j'ai été signalé, je sais pas pourquoi. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, si je dois faire une compétition, je suis obligé d'apporter mon ordonnance, je suis obligé d'apporter mon certificat, TDAH, tout ça, mais logiquement, je n'aurais pas besoin en compète, mais on sait jamais, bah, si je le prends la veille et que bah, le lendemain, je fais un test urinaire, bah, je serai positif c'est considéré comme stupéfiant. Loi fédérale sur les stupéfiants. Clairement, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, c'est considéré comme un stupéfiant. Donc, c'est vraiment bah, pour des personnes qui souffrent de TDAH. C'est pas donné aussi. Donc, c'est pas fait pour jouer ou pour je sais pas quoi.
Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que la Ritaline? C'est c'est un méthylphémidal. Donc méthylphémidal, je vous laisse aller regarder sur Internet. Moi, ça me passionne. Du coup, moi, je vais vraiment prendre mon temps pour regarder de manière obsessionnelle et focus. En Suisse, par contre, ils sont chiants. Parce qu'il y a le côté anglais, il y a le côté italien, il y a le côté français, il y a le côté allemand, mais il n'y a pas le côté chinois. Putain, je savais pas que ça allait autant vous intéresser. Vraiment, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour vos questions aussi et j'espère que vos questions aident d'autres gens et j'espère que j'y réponds. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je parle selon ma perception, selon mon histoire, selon mon expérience. Je tiens à vous le dire. Faut voir un psychologue pour en avoir. Faut voir, en fait, pour en avoir, déjà, il faut se faire diagnostiquer. Le diagnostic est un parcours quand même assez long. Il faut trouver un psychiatre spécialisé dans le TDAH. Et ça peut passer, si tu es français, ça peut passer par ton médecin traitant ou même par un psychologue, en fait. Un psychologue peut, mais en tout cas, c'est pas le psychologue qui te fera le diagnostic, ça sera un psychiatre. Moi, c'était quelqu'un de spécialisé dans ça, le TDAH pour adultes. Docteur Fatah Zohir, qui est sous supervision du docteur Pérou, qui est très connu, un des meilleurs dans le domaine actuellement. Ah, on dirait qu'ils ont fait cette fiche pour les TDAH. Regarde comment ça commence. Qu'est-ce que c'est que la Ritaline? Et quand doit-il être utilisé? Donc, du coup, je vais lire le mode d'emploi et toi et moi, on va savoir ce que c'est que la Ritaline. Par contre, je ne vais pas tout lire, frère. Sinon, vous allez décrocher avant moi. Ritaline et Ritaline. La contiennent, le principe actif méthylphémidal est un stimulant du système nerveux central. Le principe actif contenu dans une capsule de Ritaline actif à longue durée pris le matin est libéré de la même manière que lorsqu'un comprimé de Ritaline est administré respectivement matin et à midi. La Ritaline est donc destinée à être prise une fois par jour seulement. La Ritaline ne doit être utilisée que sur prescription d'un médecin expérimenté dans le traitement du trouble de comportement de l'enfant, de l'adolescent et sous contrôle régulier de médecins. Trouble comportement de l'enfant. La Ritaline est indiquée pour les troubles d'un comportement déficient de l'attention, hyperactivité, entre parenthèses, TDAH des enfants à partir de 6 ans et des adolescents jusqu'à 18 ans, dans le cadre d'un programme thérapeutique incluant également des mesures psychologiques, pédagogiques et sociales. Les symptômes de TDAH sont en particulier les suivants. Ça a monté. Par contre, je lis bien, les gars? Je lis bien? Ou il faut que j'augmente le débit, je baisse le débit? Donc là, on va parler des symptômes. Par contre, merci beaucoup pour les cœurs, mais si vous pouvez envoyer un peu de rosas, comme le logeur là. N'hésitez pas. Allez, on continue. J'ose pas dire son nom. J'ai peur de me refaire bannir. Déjà que mon compte, il est restreint, frère. J'ai des vidéos, elles sont à 4 vues. Si je prononce son nom, laisse tomber, frère. T'as l'air démoniaque. Si ça vient de toi, c'est peut-être que je suis un ange, hein. Parce que ici-bas, les anges, on les prend pour des démons. Bref. J'en étais à... Les symptômes du TDAH sont en particulier les suivants. Attention, diminuant rapidement, faute d'étourdirie. Impossibilité d'écouter, ne pas finir des tâches, ne pas suivre des consignes, se laisser distraire facilement, être impulsif, agité, nerveux, parler exagérément, se mettre à courir à des moments mal choisis, gêner les autres ou les interrompre et ne pouvoir que difficilement se concentrer. L'apprentissage est entravé. Tous ces symptômes peuvent enchaîner des difficultés dans l'environnement social
à l'école et dans le travail. Il peut arriver que les personnes concernées ne présentent pas tous ces symptômes. Nombreuses sont celles qui ne les ont que de temps en temps, mais chez les patients atteints de TDAH, ils perturbent les activités quotidiennes et se manifestent plus dans l'environnement, c'est-à-dire à la maison, à l'école, au travail. Le TDAH peut se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez que c'est pas la mode. Vous voyez que c'est pas de la mode, les gars. Vous voyez que c'est pas de la mode. Genre, courir quand c'est pas approprié. Ça, c'est moi, ça. Après un examen approfondi de votre enfant, votre médecin traitant a décidé de prescrire la Ritaline. Ritaline ne doit être utilisée que sur prescription. Là, il se répète un peu. Donc, voilà. Ah, bah tiens, il se répète un peu, mais on va lire. Que sur prescription d'un médecin expérimenté dans le traitement des troubles du comportement de l'enfant et de l'adolescent et sous contrôle régulier. Vous voyez, de l'enfant et de l'adolescent, c'est comme si nous, les personnes adultes, à partir du moment où tu as 18 ans, TDAH, il a disparu. Je suis normal. Je suis majeur, vacciné et guéri. Alors que pas du tout. Et je comprends que certaines personnes disent que c'est la mode, mais il faut savoir que c'est parce que les diagnostics sont disponibles depuis pas longtemps. C'est parce qu'ils sont disponibles depuis pas longtemps, ça c'est la première des choses. Et en France, il y a un grand retard sur cette pathologie. Je ne dis pas, et notez que je ne dis pas maladie, je dis pathologie, trouble. Même eux, ils le disent, hein. Et il faut aussi savoir, j'aimerais aussi rajouter que beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées TDAH sont des hommes. Parce que les hommes, en fait, en fait, dans notre société, l'homme s'exprime et prend plus de place que la femme. Donc, à l'école, les garçons vont plus se chamailler. Et aussi dans le rôle social, donc dans le rôle genré, dans le rôle de genre, les femmes vont être plus posées, plus canalisées. Ça va se passer à l'intérieur d'elles. Mais, selon les statistiques, il y a autant de femmes que d'hommes qui souffrent du TDAH. Mais sauf que ils ne le font pas apparaître de la même manière. Mais il y a autant d'hommes que de femmes qui en souffrent. C'est juste que les femmes, elles ont des stratégies par rapport à leur rôle de genre. Coucou Sinalova, par rapport à leur rôle de femme dans la société, qui font que elles adaptent des stratégies qui fonctionnent apparemment pour elles, mais si aujourd'hui les femmes sont sous-représentées par rapport à ce trouble TDAH, c'est parce qu'elles sont moins diagnostiquées. Donc ça aussi, je tenais à le dire. Il y a autant de femmes que d'hommes qui sont concernés, hein. Et je pense même que chez nos tantines, chez mes sœurs camères, je pense qu'il y en a beaucoup. Pourquoi tu reprends pas tes études? J'ai pas arrêté les études. J'ai pas arrêté. Donc, je continue. Le traitement de la Ritaline permet d'atténuer les principes manifestes du TDAH, comme la distraction moyenne à forte, le relâchement rapide de l'attention, l'impulsivité, une activité motrice accrue, agitation, un comportement perturbé en société. Donc, encore une fois, par exemple, l'exemple du jujutsu, quand j'allais en compétition et tout, et les gens ils me remarquaient, mais sauf que je faisais pas exprès. C'est pour ça que c'est dit comportement perturbé en société. Et voilà, bref. Avant le début du traitement, le médecin doit vérifier si votre enfant souffre d'une maladie cardiovasculaire qui s'oppose à un traitement par la Ritaline. Le médecin mesurera également le poids, la taille de votre enfant avant et pendant le traitement. Donc ça, c'est ce qui m'a été fait. Je suis pas à l'université, mais je fais un diplôme fédéral. Après, j'ai un BPGEPS. Franchement, j'ai autant de diplômes que de certifications, mais aujourd'hui, je suis diagnostiqué. Je ne suis pas allé à chaque fois jusqu'au bout de ces projets-là. À part aujourd'hui, le projet qui me tient à cœur, c'est le projet de devenir éducateur dans le social pour aider un maximum de personnes.
qui ont souffert soit comme moi ou qui souffrent de manière différente et que je pourrais aider plus tard à mon tour, comme on m'a aidé, comme le système m'a aidé. C'est difficile à dire, hein, mais le système m'a aidé. Merci beaucoup, la Confédération. Euh, Partie numéro 2. Narcolepsie. Narcolepsie, partie numéro 2. Ritaline est également utilisée dans le traitement de la narcolepsie, qui est une forme de sommeil anormal. Les patients souffrant de ce trouble ont des accès répétés de sommeil irrésistibles en plein jour, bien qu'ils aient un sommeil nocturne normal. Le diagnostic de la narcolepsie doit être fait par un médecin sur la base d'un relevé du rythme veille-sommeil. Chez les patients atteints de narcolepsie, la Ritaline peut éliminer cette envie involontaire de dormir en plein jour. Vous voyez que par rapport à toutes les personnes qui disaient oui, tu vas devenir un junkie, oui, mieux vaut fumer, oui, machin, machin. En fait, les personnes qui souffrent de TDAH et qui vont dire oui, mieux vaut fumer, mieux vaut machin, vous faites ce qu'on appelle de l'automédication. Vous faites en fait ce qu'on appelle de l'automédication. Ça veut dire qu'en fait, vous trouvez des parades pour stopper vos symptômes. Mais sauf qu'à côté de ça, le corps est une chimie. Le corps est composé à 80%, 90%, 80%, 90% d'eau. Et donc, à chaque fois que vous consommez des produits stupéfiants, vous modifiez votre métabolisme. En modifiant votre métabolisme, vous modifiez vos rumeurs. En modifiant vos rumeurs, vous modifiez votre perception. En modifiant votre perception, vous modifiez toutes vos prises de décision. Et c'est pour ça que parfois, vous pouvez prendre des décisions impulsives et après vous dire « Zut, pourquoi j'ai fait ça ?» Et parfois, vous pouvez dire des choses de manière involontaire ou même tout lâcher, ou même lâcher un projet à cause de cette alchimie métabolique. Donc, l'automéditation, c'est pas la meilleure des choses. Et après, si vous êtes en automéditation, parlez-en juste à votre médecin pour être accompagné. Et aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, moi je vous le dis, il n'y a aucune honte à souffrir d'autisme, à souffrir de TDAH, à souffrir de borderline, à souffrir de sociopathie, parce qu'il y a la médecine qui est là pour aider les gens. Il y a la médecine qui est là aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, les gens, pour la société et surtout pour vous, franchissez cette putain de porte. Franchissez cette putain de porte. Parce que personne ne le fera pour vous. Et la souffrance, c'est comme la défaite. Quand on gagne, on est plusieurs. Oui, on a gagné, nous sommes champions. Oui, tout le monde prend. C'est toi qui as gagné, hein, c'est toi qui as fait tout le taf. Hein, mais tout le monde prend ta médaille, tout le monde prend ta coupe et tout. Mais quand tu perds, tu es tout seul. Et la défaite, la dépression, c'est la même chose. Quand vous êtes heureux, quand vous êtes bien dans votre vie, vous serez entouré, machin, machin. Mais quand vous serez tout seul, il n'y a que vous qui pourrez vous aider. Il n'y a que vous, ça je le répète encore une fois, quand vous êtes tout seul, il n'y a que vous qui pouvez vous aider. Même si on vous donne toute l'aide aujourd'hui, si vous ne voulez pas, si vous ne prenez pas conscience que vous êtes malade, si vous ne prenez pas conscience que vous êtes malade, personne ne pourra jamais, jamais vous aider. Et votre souffrance et les gens vous s'éloigneront de vous pour ne pas être contaminé par votre souffrance. Et vous serez détruit de l'intérieur parce que vous aurez des remunements. Un remunement, c'est toujours repenser, refaire le monde. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi? Et ce genre de situation, au final, on ne perçoit plus les multiples possibilités que nous offre la vie. Ou les multiples solutions ou les autres solutions que nous offre la vie. Et c'est ça qu'on appelle l'espoir. Exactement, ce n'est pas de l'aide, mais un accompagnement ponctuel. Exactement, exactement, exactement. C'est une collaboration. Exactement. C'est une collaboration. Exactement. Et ce mot-là, il faut qu'il soit vraiment... ce mot-là, aujourd'hui, il faut que les instituts socio-médicaux insistent sur ce mot-là, qu'ils sont en collaboration avec les patients. Et je pense que le terme collaboration irait mieux à certains patients que le terme aide ou assistance. Mais après, ça encore, c'est une question d'orgueil et de fierté ou de vocabulaire. Mais le résultat, il est que on veut que la personne aille mieux parce qu'un individu qui va mieux dans la société, c'est un individu qui peut aider 5 individus. Vous voyez le calcul? Ou peut-être même 10.
Et un individu qui va mal dans la société, c'est un individu qui peut détruire une personne à 10 personnes, peut-être même plus. Donc, c'est important que dans cette société, on essaye de s'entraider, pas de s'entraider, mais de collaborer pour essayer tous, au maximum de nos capacités et de nos désirs, d'aller, pas d'aller bien, mais de bien vivre et d'accéder à nos ambitions. Je pense que si nous sommes sur Terre, c'est que nous avons quelque chose à accomplir, et la chose à accomplir, c'est de se réaliser en tant que soi. Putain, c'est beau ce que je dis, mais c'est tellement vrai, c'est bon, j'arrête là. C'est bon, j'arrête là. Pour de vrai, j'arrête là. Pour de vrai, j'arrête. Pour de vrai, j'arrête là. J'ai plus rien à dire. Après ça, ça sert plus à rien que je continue à parler. J'ai épuisé ma dose d'inspi. L'aide-soignant accompagne le patient quand le patient décide de vouloir s'en sortir. Exactement. Exactement. Et c'est là où l'aide-soignant est valorisé en tant que personne, en tant que professionnel. Et c'est là où l'aide-soignant a envie de donner encore plus de sa personne. Quand il collabore avec un patient qui a envie de collaborer. Parce que sinon, c'est aussi, aujourd'hui, maintenant, je pars sur ma 3e année et tout. C'est aussi une peine. C'est aussi une peine, une difficulté pour un aide-soignant de vouloir aider quelqu'un et que la personne s'oppose à cette aide, ou que la personne pense que le soignant est là pour le rendre encore plus mal qu'il ne l'est. Mais ça aussi, c'est aussi une pédagogie, une manière d'expliquer la chose. Et pour ça, je pense que les aides-soignants aussi doivent aussi avoir des formations sur la communication. En plus, en fait, vous en avez la communication non violente, la communication en jeu et la communication basée sur la personne. Je suis de 90, je commence vraiment à penser, je suis TDAH quand j'entends tout ça. Après, moi, je suis vraiment TDAH sévère, mais peut-être que tu as des parts de ça, tu vois. Mais moi, vraiment, je vous dis, les gars, en plus de ça, en France, il y a une aide, je crois, de 50 € ou de 150 € pour pour pouvoir consulter gratuitement. En tout cas, si tu ressens ça, même si tu as des comportements chelous, frérot, la vérité, va consulter. La vérité. Si tout le monde est assis, tout ça, d'un coup, frère, je sais pas, il se passe un truc dans ton esprit, tu te lèves comme ça, olé! Et tu vois, tout le monde est assis, tout le monde est en train de te regarder en mode, il fait quoi le frère? C'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Sinon, ils nous mettent en échec. Dur de voir un patient ne pas vouloir s'en sortir, mais nous sommes. Ça, je comprends totalement. Mais malheureusement, il ne faut pas prendre les choses de manière humaine, mais il faut prendre les choses de manière professionnelle. C'est-à-dire que si on prend les choses de manière humaine, c'est difficile d'aller vers ce patient parce que ce patient refuse les soins, parce que ce patient est en opposition. Là, du coup, notre côté humain, donc toutes nos peurs, et aussi par rapport à notre vécu, parce que les gens qui sont aides-soignants, médecins, éducateurs, c'est aussi en lien avec leur vécu. On choisit pas un métier par hasard. En général, les gens qui deviennent banquiers, c'est parce que soit le père ou la mère était un peu dans la finance, ou le grand-père. Bref. Tout ça pour dire que si, par contre, on conscientise les choses de manière professionnelle, parce que il y a énormément de grandes personnes qui ont étudié, et de nouvelles grandes personnes qui continuent à étudier pour apporter des solutions. Donc, si on prend la chose professionnelle et que la réflexion est professionnelle par rapport au fait que le patient soit en opposition à l'aide, du coup, si on prend la chose de manière professionnelle, en tant qu'humain, on ne sera pas impacté. Et c'est pour ça que c'est très important en tant que professionnel d'avoir toujours ce recul et d'être dans son rôle professionnel. C'est-à-dire que même si aujourd'hui ta mission était compliquée, quand tu rentres chez toi, tu rentres chez toi. L'humanité ne s'apprend pas, c'est inné. Ah, si, c'est trop vague. J'avais envie de me lancer, de répondre, mais en fait, c'est une phrase qui mérite méditation. Depuis petit, je suis comme ça et j'ai un bon cœur de fou, mais je peux faire des dingueries.
Ah, bah, je vais pas dire tu parles à la bonne personne, euh, mais aujourd'hui, si tu ressens le besoin que tu as besoin d'aide, la vérité, mon ami, déjà sache qu'il n'y a que toi qui peux t'aider. T'es ton premier médecin, t'es ton premier bienfaisant et t'es ton premier ennemi. T'es ton premier ange, t'es ton premier démon. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut que tu saches. La deuxième des choses, il faut que tu franchisses la porte. Arrête d'aller sur ChatGPT, arrête d'aller sur Internet. Prends ton téléphone, appelle le médecin, dis-lui docteur, la vérité, j'ai besoin de vous voir. Je pense que je suis TDAH, je me sens pas bien. Et je te jure, si ton médecin, c'est un bon médecin, il va te recevoir. Il va te recevoir. En plus, tu lui dis, je suis de l'époque, je suis de la génération 90, je suis de la génération 90. Et depuis, c'est comme ça. Depuis dans ma vie, tu lui racontes. Et en fait, en lui racontant, il y a des choses qui sont similaires. Il y a des choses qui sont similaires chez les TDAH. Pas par rapport aux actions, pas par rapport aux faits qu'on fait, mais par rapport à la manière comportementale qu'on va le faire. Donc, le médecin, quand tu vas lui parler, il va directement reconnaître. Et après ça, il y a des évaluations que les médecins ils ont. 12 séances chez le psy, mon parcours psy gratuit. Ouais, ouais. En plus, là, c'est des vraies informations. Je crois que l'État, ils ont fait ça. Après, c'était plus pour les jeunes et tout, mais vraiment, en se renseignement. Aujourd'hui, dans tous les cas, aujourd'hui, le fléau de notre monde, c'est de notre monde riche, c'est la santé mentale. Donc, aujourd'hui, ton médecin est obligé de t'aider pour ça. Et encore une fois, mieux vaut aider un être humain que de le laisser en galère, parce que le meilleur exemple que je vais vous donner, et après ça, j'arrête vraiment, vraiment. Souvenez-vous du Covid. Un humain malade, combien d'autres humains il peut contaminer? Voilà. Voilà pourquoi c'est important d'aider son prochain. Voilà, tout simplement. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Et c'est pour ça, et ne vous moquez jamais des gens malades. Même si, non, en vrai, ne vous moquez jamais des gens malades, ni des gens qui ont câblé, parce que personne ne connaît son avenir. Et ne dites jamais, jamais. Personne ne connaît son avenir. Moi, là où je vis, on va dire, il y a des personnes que je connais, ils sont millionnaires, le vrai million, tu vois, le vrai million, déjà vu sous papier, et ils souffrent. Ils souffrent. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je sais pas, là, je commence à me perdre. Mais bref, merci beaucoup pour les personnes qui ont écouté. J'espère que vous continuerez à faire passer le message à votre niveau. J'espère que vous serez des personnes qui tendent la main à leur prochain. Mais ne vous flagellez pas si vous ne pouvez pas tendre la main à votre prochain. On n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes capacités et on n'a pas tous les mêmes destins. Mais si vous pouvez faire, faites-le. Et faites-le d'autant plus si ça ne vous coûte rien. Si ça vous coûte quelque chose, c'est normal que vous ne le faites pas. C'est normal. Si tu donnes à gauche, après tu peux pas manger, bah, si c'est pour que t'aides quelqu'un et après il faut venir t'aider, non, les amis, ok? Aidez uniquement si ça ne vous coûte rien et que vous pouvez le faire. Mais n'aidez pas pour vous mettre dans la galère. Sinon, c'est pas une aide. C'est pas une aide. Ou vous recevrez ça même comme de l'exploitation. Et c'est là où bah, votre bienveillance va peut-être s'évaporer ou diminuer, ou c'est peut-être là où vous aussi, vous allez pousser votre frère du ravin. Voilà. En tout cas, bah, je sais pas c'est quoi Ah si, les prochaines vidéos, bah voilà, je vais parler du TDA, je vais parler du sport, peut-être de mes études, mais le compte il change. Je ne compte plus parler de BR. Je suis désolé les frères. Je suis désolé pour tous mes pervers les gars. Je suis désolé pour tous mes pervers. Je suis désolé pour tous les coquins et toutes les coquines qui aimaient bien que je leur raconte des histoires. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Voilà, vraiment, je ne peux plus sur le plan sociétal, sur le plan professionnel aussi. Voilà, malgré tout, j'ai une place. Je commence à avoir une place dans la société qui fait que je ne peux plus me permettre ce genre de choses parce que mon image ne m'appartient plus totalement. Mon image représente
on va dire aussi une institution, aussi une déontologie. Donc voilà, c'était pour vous dire officiellement, peut-être que je vais redéraper, hein, ça m'arrivera. Mais en tout cas, le faire comme avant, jusqu'à faire des bad buzz, jusqu'à voilà, je ne le ferai plus. Vraiment, 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 vraiment. Et aussi, avant, vu que j'étais dans la sensibilité, je ne me rendais pas compte que j'étais, je me rendais compte que j'étais différent, mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait créer des perturbations, même chez les jeunes. Tu vois, quand tu parles de ça, tout ça, tu contamines. Et voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon petit frère a des soucis. Il est sur Ritaline 70 ou 40. C'est fort ou pas? Je peux pas te dire, je suis pas médecin. Moi, je suis sur Ritaline 10. J'en prends bah, matin, midi. Donc, pour moi, ça fait 20. Mais il faut voir avec le médecin. Après, après, le plus important, c'est surtout comment ton petit frère, il se sent. Voilà. Et est-ce qu'il arrive à gérer ses activités? C'est aussi ça. Et par contre, tu as vraiment beaucoup de chance que ton petit frère ben, soit suivi étant jeune. Par contre, et la chose qui est très importante, c'est de, d'apprendre à mettre des garde-fous à ton petit frère, mais avec souplesse. Avec souplesse. Il faut que ce soit un jeu pour lui. Voilà. Si je peux te donner un conseil, il faut que ce soit un jeu, il faut que ce soit un plaisir. Faut pas lui mettre dans la contrainte, parce que nous, notre cerveau, on accepte la rigidité, mais même que ce soit dans les mathématiques, parce qu'il y a beaucoup de personnes TDAH, et quand ils sont dans les maths, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frérot. Tu peux plus l'arrêter. Tu peux plus l'arrêter. Donc, mais il faut que ce soit un jeu, il faut qu'il y ait un plaisir. C'est vraiment, c'est le conseil que je peux te donner. Et il faut toujours qu'il y ait un petit plaisir derrière l'accompagnement que tu feras, que tu auras avec ton petit frère. Et, euh, et ça ne servira à rien de sanctionner ton petit frère, mais il faudra juste essayer. Et par contre, demande toujours à ton petit frère pourquoi il a fait ça, parce que derrière chaque action, il y aura toujours une raison. Mais il faut juste que tu le mettes à l'aise pour qu'il puisse te parler franchement. Mais je te jure que la plupart des personnes qui sont TDAH, même si on croit qu'ils font un bordel, machin, il y a toujours quelque chose derrière. Et en plus, une explication logique. C'est une explication logique, souvent. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est important que je peux rajouter? Bah oui, comme Sinalova l'a dit, ça dépend de la prescription, ça dépend du praticien et tout, mais ça dépend aussi du ressenti à ton petit frère. Là, je vais couper le live, on reparlera. Je vais couper le live, les frères, on reparlera des ceintures. Merci beaucoup, Sinalova. On est ensemble pour plus tard, tu comprends? Eh les gars, si un jour vous me voyez avec cette meuf, sachez que ça a commencé sur une connexion TikTok. Bon, bref.